Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14. Avec nous, Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, aujourd'hui professeur de droit constitutionnel, de l'indépendance de la justice, le vrai rôle du garde des Sceaux aux éditions Odile Jacob. Jean-Jacques Urvoas, d'abord, je suis très heureux de vous accueillir. Et c'est extraordinaire parce que en recevant votre livre, je pensais tout de suite, je me suis dit, si je reçois Jean-Jacques Urvoas, je vais l'interroger sur ce que j'entends sans cesse et qui, au bout d'un moment, devient un peu pénible à entendre, mais je respecte aussi les propos des policiers. J'entends sans cesse, nous arrêtons quelqu'un le lundi et à cause des lenteurs de la justice ou de l'incurie de la justice, nous retrouvons les mêmes délinquants le lendemain dans la rue le mardi. Et je lis le début de votre livre, et qu'est-ce que je lis? Les enjeux de sécurité fatiguent notre vie publique. Dans un univers médiatique saturé d'informations, bien souvent la question n'est plus « que fait la police ?», comme il y a une quarantaine d'années, mais bien « le problème de la police n'est-il pas la justice ?» Hier, marqueur de la démocratie et facteur crucial d'équilibre de notre société, la justice en est devenue le point de mire. Jean-Jacques Urvoas. Oui. Hein? Quelle est votre question? Ma question, elle est simple. Que fait la justice? Vous êtes gentil de me donner 3 heures pour répondre à cette question. Non, mais quand vous entendez cela dans la bouche d'un policier, qui est compréhensible, hein, je comprends cette remarque dans la bouche d'un policier, et pas que d'un policier, d'un citoyen, que répondez-vous? D'abord que la justice, c'est un mot que valise, dans lequel on met beaucoup de choses. Oui. Et pour que les citoyens, les justiciables, puissent comprendre quelque chose, il faut être précis. Quand un policier dit « on interpelle », et on retrouve celui que l'on a interpellé le lendemain dans la rue parce que la justice n'a pas fait son travail. Oui. Il vise en réalité ce que l'on appelle les juges. Oui. C'est-à-dire ceux qui justement prononcent une sanction. Oui. Cela, la loi, et c'est heureux, leur permet de se prononcer sur la base d'une enquête, des éléments, d'un contradictoire, puisqu'il faut que la personne qui est mise en cause puisse aussi se défendre. Bon. Une grande partie des procédures nécessite du temps. Celui qui est interpellé, c'est une interpellation, mais il fait derrière un dossier, il justifie les griefs, tout ça, ça ne se fait pas en 2 coups de cuir à peau. Et il peut arriver que le policier ne voit qu'un aspect. Le juge, lui, il regarde la situation. Il ne juge pas un crime, il juge une situation. Il ne juge pas un homme. Enfin, il juge un homme, il ne juge pas une situation. Si on jugeait un crime, il n'y aurait pas besoin de juge, il suffirait d'une machine. Quelqu'un est mort, et tant, il attend de prison. Mais en réalité, une mort ne dit rien. Il y a les conditions dans lesquelles elle se déroule, le contexte, la personnalité de l'individu. L'actualité nous le démontre aujourd'hui. Bref, la justice, elle est par définition lente. Et c'est ça aujourd'hui dans une société qui va très vite que l'on n'accepte pas. C'est ce qui nourrit l'insatisfaction, bien sûr. Mais bien sûr. Mais vous savez, Monsieur Bourdin, personne ne va dans un tribunal par plaisir. Oui. Celui qui est la victime, ou celle qui est la victime, vient en espérant que l'on va réparer le dommage qu'elle a subi. Elle va être reconnue dans la souffrance qu'elle a pu connaître. Donc elle ne vient pas devant un tribunal par plaisir. Celui qui est mis en cause n'y vient pas non plus. Par satisfaction, il préférait ne pas y être. Donc, de toute façon, le juge qui est face à 2 demandes, il est nécessairement dans une situation difficile. Juger, c'est pas un don, c'est un métier. Oui. Ça nécessite une formation, de l'expérience. Et puis, ça nécessite, et c'est ça qui est difficile à comprendre aujourd'hui, du temps. Oui. Du temps pour comprendre et du temps pour apporter la bonne décision de jugement. Pourquoi écrivez-vous, Jean-Jacques Urvoas, que le garde des Sceaux est un gouvernant sans pouvoir ? Parce que justement, dans l'autre aspect de la justice, il y a ce que l'on appelle le parquet. Alors voilà un mot qui évidemment est compliqué, puisqu'on a plein de termes pour désigner la même chose. On peut dire les procureurs, on peut dire le ministère public, on peut dire l'accusation, on peut dire le parquet. Rien que les mots déjà sont compliqués. Quand vous entendez des spécialistes qui disent « il y a les juges du siège et ceux du parquet », on a l'impression qu'on est chez Castorama. Donc évidemment, c'est difficile d'avoir du sens. Le procureur, celui qui accuse, au nom de la société, celui-là, il fait partie de la justice et il est magistrat. Or, le garde des Sceaux est, théoriquement, en tout cas c'est ce qui est prévu dans la loi, c'est le supérieur hiérarchique des procureurs. Et pourquoi c'est leur supérieur hiérarchique? Parce que dans le code de procédure pénale, c'est marqué que le garde des Sceaux conduit la politique pénale
décidé par le gouvernement. Donc comme il a un objectif, il a des moyens, les procureurs. Sauf que depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on a empilé les réformes. Et comme le dit très bien le très respecté François Molins, dans la réalité, les procureurs sont indépendants. Et donc vous avez là un droit qui est bancal. D'un côté, on dit au ministre, conduisez une politique pénale. Et les citoyens attendent que le gouvernement assume une politique pénale. Et de l'autre côté, la loi dit au ministre, ah bah oui, mais vous n'avez pas le moyen de le faire. Les procureurs font ce qu'ils veulent. Donc quand je suis devenu garde des Sceaux, j'ai découvert que le seul moyen du garde des Sceaux pour conduire une politique pénale, c'est de faire une circulaire que les destinataires sont parfaitement libres de ne pas respecter. Voilà pourquoi je pense que le garde des Sceaux est un gouvernement sans pouvoir. Ça veut dire que les gardes des Sceaux sont impuissants? Oui, ça veut dire que la politique pénale dans ce pays, elle est le produit des procureurs de la République qui, chacun en fonction de son tribunal, de sa juridiction, dans la conscience qu'il se fait de l'intérêt général, il bâtit une politique pénale. Vous êtes dans un département dans lequel il y a 2 tribunaux, donc il y a 2 procureurs. Eh bien, vous pouvez, dans un tribunal, être poursuivi par un procureur pour telle raison, et à 200 km, le procureur voisin, il dira « Non, je trouve que c'est pas important, ma priorité, c'est un autre sujet. Oui. » Au nom de l'égalité devant la loi, on peut quand même discuter cette réalité. Donc, il n'y a plus d'égalité devant la loi? Il n'y a plus d'égalité devant la poursuite, en tout cas, puisque les procureurs, qui sont tous des hommes et des femmes parfaitement scrupuleux et sur lesquels la compétence n'est pas en cause, ce que je querelle, moi, c'est le droit, ces procureurs, on leur dit, en fonction du théâtre local, de ce que vous estimez être les particularités de votre juridiction, vous bâtissez une politique pénale. Oui, mais dites-moi, n'est-ce pas absurde? Bien sûr que si. Totalement absurde, Jean-Jacques Urvoas. Oui, parce que le droit est contradictoire. Vous ne pouvez pas d'un côté dire au ministre « défendez une politique pénale » et arriver devant l'Assemblée nationale ou le Sénat quand vous avez des parlementaires qui vous interrogent, qui disent « Mais qu'est-ce qui se passe dans ce tribunal-là? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi votre procureur il n'a pas poursuivi? Ou pourquoi le procureur il a décidé d'une perquisition ?» Et que vous êtes garde des Sceaux et vous dites « Mais moi, j'ai rien décidé, monsieur. C'est le procureur qui a décidé ça. Moi, il n'est pas tenu de m'informer. » Donc nous avons voté des lois aussi irréfléchies qui aboutissent à une contradiction qui génère l'impuissance. Alors que faire? Dans votre livre, vous proposez, vous prônez la nécessité de maintenir une organisation hiérarchisée du ministère public. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la politique pénale doit être la même dans la totalité du territoire et pour cela, il faut donc qu'il y ait une autorité qui commande. Voilà. Aujourd'hui, le garde des Sceaux ne peut pas commander. Non. Et pour pouvoir commander, que faudrait-il faire? Il faut d'abord clarifier les responsabilités. Dans la magistrature, il y a 6000 juges. Facile à identifier cela, puisqu'on les appelle juges. Juge de l'application des peines, juge de la liberté de la détention, juge des affaires familiales, cela sanctionne. Et cela, évidemment, doivent être indépendants. Parce qu'une justice qui ne serait pas indépendante ne serait pas une justice. Et puis il y a, à côté d'eux, une autre fonction que l'on appelle donc le parquet. Et comme dans tous les pays en Europe, le parquet doit dépendre de l'autorité politique. Il n'y a qu'un seul pays où ça n'existe pas, ou 2 pays dans lesquels ça n'existe pas, c'est l'Espagne et l'Italie, mais ceux-là, ils ont quand même une autorité hiérarchique, mais qui est assumée par quelqu'un d'autre qui est désigné par le Parlement. Vous êtes foncièrement opposé à l'indépendance du parquet? Oui. Après réflexion, après avoir été pendant 18 mois garde des Sceaux, après avoir été pendant 10 ans vous avez changé, hein? Bien sûr. Le recul, c'est à ça que permet le recul. C'est permet d'essayer de comprendre pourquoi ce que vous avez espéré faire n'a pas toujours marché. Eh bien, aujourd'hui, j'aboutis à ce constat, dont je sais qu'il est très minoritaire pour le moment. Je défends l'idée que le parquet doit être un moyen pour le gouvernement d'assumer sa responsabilité. Je comprends, oui. Je comprends. Et permettre une égalité pour le citoyen. Dans la poursuite. Dans la poursuite. Dans la poursuite. Mais oui. Oui, parce que vous imaginez bien, prenez les questions de stupéfiants. Le procureur de Bobigny ne regarde pas quelqu'un qui est interpellé avec quelques grammes de cannabis de la même manière qu'un procureur qui vit dans une région dans laquelle ce sujet est moindre. Mais évidemment. Chacun va échelonner son appréciation entre les priorités qu'il a à gérer.
Sauf que la loi, elle n'est pas prévue. Le comme droit ça. ne sera pas appliqué de la même façon partout sur le territoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les poursuites ne sont pas appliquées de manière équitable partout. Ah oui, oui, oui. C'est très, très intéressant, hein, parce que tout le monde parle de l'indépendance du parquet vis-à-vis du pouvoir politique. Hein, oui, mais c'est quelque chose qu'il faut remettre en cause. En fait, il y a une formule de style qui s'est imposée. La justice doit être indépendante. Les magistrats doivent être indépendants. Les procureurs sont des magistrats. Donc, les procureurs doivent être indépendants. Mais non, ceux qui doivent être indépendants, c'est les juges. Ceux qui poursuivent au nom de l'État doivent répondre. Bien sûr, et bien faire la différence entre les juges du siège, les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Que les choses soient bien plus claires. Ben c'est vrai en plus que le citoyen ne fait pas trop la différence entre le magistrat du parquet et le magistrat du siège. Hein, mais comment voulez-vous qu'il le fasse? Quand vous pénétrez dans un tribunal, vous êtes dans une salle d'audience. Vous avez des magistrats qui sont d'ailleurs vêtus de la même robe, qui viennent de la même école. Qui sont rentrés dans la salle d'audience par la même pièce, qui ont prêté le même serment. Comment voulez-vous que le citoyen qui n'est pas habitué à ces rituels se dise « mais c'est la même profession ». Non, c'est pas la même profession. Nous payons ça depuis Napoléon. Napoléon avait décidé que les parquetiers, les procureurs, seraient des magistrats. Eh bien, il faut remettre ça en cause. Il y a une contradiction terrible dans le pouvoir politique. Le pouvoir politique, il dit, et d'ailleurs le président Macron l'a redit comme ses prédécesseurs, il faut maintenir l'autorité du garde des Sceaux sur le parquet. Il l'a redit à la Cour de cassation au début de cette année. Et en même temps, au quotidien, le pouvoir politique ne cesse de donner des gages à l'autonomie des procureurs, ce qui permet à François Molins de dire « les procureurs sont indépendants ». Mais non. Mais non, mais je comprends très très bien votre thèse, c'est très très intéressant. Hein. D'ailleurs, lisez le livre de Jean-Jacques Urvoas si toutes ces questions de droit vous intéressent vraiment. C'est une position que moi je trouve passionnante. Merci dans tous les cas. Vous êtes professeur de droit public, je le rappelle, à l'université de Brest. Vous avez présidé la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous étiez député du Finistère et vous avez été garde des Sceaux sur les gouvernements Valls, dans les gouvernements Valls et Cazeneuve. Merci beaucoup Jean-Jacques Urvoas. Hein. Merci Denis Jourdain. Merci beaucoup. De l'indépendance de la justice, Odile Jacob. Il est 12h20, j'ai pas le temps de prendre Rodolphe qui dit je suis policier en 93. Dès qu'on arrête quelqu'un, il est relâché le lendemain. Je me sens inutile. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est ce que nous disions tout à l'heure avec Jean-Jacques Urvoas. Il est 12h27. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner. André Bercot.